Merci beaucoup Serge pour cette introduction et merci Olivier pour avoir lancé le diaporama. La plateforme de fragilité de Broca, c'est une aventure qui a été... Attendez, il faut que je comprenne comment ça marche. Voilà. C'est une aventure qui a été mise en place sur l'instigation du professeur Bruno Velas, qui en fin 2012 a envoyé une lettre de mission au professeur Hanon pour lui demander d'ouvrir à Broca une plateforme d'évaluation de la fragilité. Et évidemment, nous avons décidé d'ouvrir cette plateforme sur le modèle de ce qui avait été fait au Gérontopôle de Toulouse. Donc nous sommes allés voir comment il travaillait et nous avons à ce moment-là mis en place la plateforme de fragilité conformément à ce que vous pouvez voir sur la fiche de l'HAS qui a été publiée fin 2013. Et quand on parle de fragilité, il y a 3 maîtres mots. C'est 1, repérer, 2, identifier les déterminants de la fragilité et 3, agir. Alors, les patients qui sont fragiles, vous les connaissez tous. Ce sont ces gens qui sont restés très actifs au moment du passage à la retraite, qui ont continué ou qui se sont investis dans des tas d'activités associatives, quelles qu'elles soient, et puis qui, arrivés vers l'âge de 80 ans, commencent un peu à ralentir, à être un peu plus fatigués, à avoir un peu plus de difficultés à se déplacer. Vous les connaissez tous, ces personnes qui ont pris un coup de vieux. Et le problème de ces personnes qui ont pris un coup de vieux, c'est que s'il arrive un incident de parcours, une fracture, un déménagement, une grippe, eh bien, ces personnes-là peuvent basculer à ce moment-là dans la perte d'autonomie. Et donc, c'est très important de pouvoir les repérer avant que ne surviennent ces incidents pour essayer de mettre en place des mesures, des moyens d'action pour éviter cette survenue de perte d'autonomie. Donc, la plateforme de fragilité, ça s'inscrit dans une prévention de la dépendance. Le repérage concerne avant tout des patients qui correspondent aux critères de la grille mise en place à Toulouse, grille que vous retrouvez sur le site de l'HAS. Donc, c'est des patients de plus de 65 ans qui sont autonomes pour toutes les activités de vie quotidienne. On ne s'adresse pas à des patients qui ont déjà perdu de l'autonomie. Évidemment, on les évalue à distance de toute pathologie aiguë, puisqu'il est bien évident que quand vous avez une décompensation cardiaque, vous êtes fatigué et vous avez une vitesse de marche ralentie. Donc, ce sont des patients qui se plaignent d'un amaigrissement récent inexpliqué, ou chez qui vous constatez un amaigrissement récent inexpliqué. Ce sont des personnes qui ont une fatigue inhabituelle, qui peuvent éventuellement se plaindre de la mémoire ou de la tension, qui ont des difficultés de déplacement récentes. Et d'ailleurs, dans votre cabinet, vous constatez que la vitesse de marche est ralentie en dessous d'1 mètre par seconde. En gros, s'il y a 4 mètres de votre salle d'attente à votre cabinet, vous pouvez chronométrer et vous rendre compte qu'ils ont un ralentissement de la marche. Et puis, les équipes de médecine générale qui ont travaillé au Gérontopôle de Toulouse avec les gens de la plateforme ont choisi aussi comme critère de repérage l'isolement social, et ce sont souvent des patients qui vivent seuls. À Broca, nous avons donc 7 cohortes que nous appelons la fragilité en médecine générale. Nous évaluons aussi en fragilité des patients avant qu'ils subissent le stress que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement avant des chirurgies programmées. Certaines équipes ont mis en place des programmes de repérage de la fragilité avant, par exemple, des TAVI pour des remplacements valvulaires aortiques par voie endovasculaire. Nous travaillons beaucoup avec les équipes d'orthopédie et nous évaluons leurs patients avant la mise en place de prothèses de hanche pour pouvoir déjà préparer les patients à la chirurgie et puis surtout organiser le parcours de soins juste après l'intervention. Et puis, à l'initiative d'Emmanuel Duron, il y a une 3e cohorte qui concerne les aidants de nos patients. Vous savez que 39% des aidants de patients souffrant de maladie d'Alzheimer décèdent avant leur conjoint. Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoyait une consultation pour ces aidants. Nous allons au-delà. Quand ces aidants ont déjà des signes de fragilité, à ce moment-là, nous leur proposons une évaluation sur la plateforme. Je vous ai parlé de la grille de Toulouse, donc je vous invite à aller la voir sur le site de l'HAS. Les patients arrivent en hôpital de jour, ils bénéficient d'un bilan biologique à l'issue duquel on leur donne un petit déjeuner, puis ils sont évalués par un médecin qui fait une évaluation gériatrique standardisée. Il y a un certain nombre de mesures vasculaires, électrocardiogramme. Ils voient aussi le professeur d'éducation physique adaptée qui va étudier leur marche, leur équilibre, leur motivation pour faire des exercices physiques et va proposer des programmes de prise en charge. On étudie aussi la problématique de la mobilité extérieure, puisque quand les gens ont des difficultés
à se déplacer. Ça devient compliqué quelquefois de prendre le bus, et beaucoup de gens disent les bus partent avant l'heure, c'est simplement parce qu'on a du mal à courir pour rattraper le bus. Et puis, on leur propose aussi systématiquement une évaluation cognitive complète, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens, à travers leurs plaintes mnésiques, ont en fait des troubles attentionnels et des troubles dysexécutifs. Les patients rencontrent aussi une diététicienne, et dans l'après-midi, le médecin qui les a vus le matin fait une synthèse de toutes ces évaluations, récupère le bilan biologique qui a été prélevé le matin et discute de tous ces résultats-là avec le patient et propose un programme de prise en charge. Lorsque le médecin traitant est joignable, nous essayons également d'en discuter avec lui. Le compte-rendu est ensuite adressé au médecin dont le patient aura donné les coordonnées et au patient lui-même. Voilà les différents items qui sont évalués. Donc, je vous ai parlé de la fragilité nutritionnelle par la diététicienne, la fragilité motrice qui débouche sur des programmes individuels ou collectifs en fonction de la motivation des patients, la fragilité psychocognitive qui évalue à la fois l'état cognitif mais aussi l'état thymique, en particulier pour les aidants des patients, et qui va proposer des prises en charge individuelles ou collectives pour des programmes de stimulation cognitive, ou bien la participation à des groupes d'aide aux aidants. La fragilité médicale, un accent important est mis sur toute la iatropathologie et également l'observance thérapeutique. La mobilité extérieure, je vous en ai parlé, et puis la fragilité sociale et économique, il y a la possibilité d'une évaluation sociale. Tout ce programme-là rentre dans le cadre de la circulaire frontière, et il est très important que les évaluations de la fragilité ne soient pas des bilans de santé comme on a pu le proposer chez les plus de 70 ans. Je vous rappelle que les journées d'hôpitaux de jour doivent correspondre impérativement à la circulaire frontière, au risque sinon d'être, entre guillemets, retoqués par l'assurance maladie. Voilà, donc il est très important d'avoir un premier repérage des patients, et vous allez voir que sur cette cohorte donc d'une centaine de patients mise en place entre mai 2013 et mai 2015, nos patients ont effectivement des pathologies. Alors, je vous présente là uniquement la cohorte intitulée médecine générale. Donc, en 2 ans, c'est une cohorte qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Il faut avoir tous les intervenants, etc. Donc, on a un peu ramé, comme toutes les équipes qui font de la fragilité. L'âge moyen des patients est de 82,6 ans. C'est en majorité des femmes qui vivent à domicile pour la grande majorité d'entre elles. La moitié sont mariées. Elles bénéficient d'un bon réseau relationnel et d'un bon réseau d'aidants non professionnels. Dans les aidants professionnels, j'attire votre attention sur le fait que ça peut être des femmes de ménage privées. Ce n'est pas forcément des aides ménagères ou auxiliaires de vie mises en place spécifiquement dans ce contexte de vieillissement. Quelques patients ont en fait déjà une perte d'autonomie, dans la mesure où 5,8% sont déjà bénéficiaires de l'APA, donc ça veut dire un GIR 1 à 4, donc déjà une perte d'autonomie, et puis une faible proportion a une téléalarme. Alors, les items du repérage selon la grille de Toulouse. Vous voyez que le premier item, la première plainte des patients, c'est avant tout la fatigue. Près de 90% d'entre eux se plaignent de fatigue. La plainte mnésique vient au second plan. Les 3/4 des patients expriment une plainte mnésique. Et c'est intéressant parce que ça peut être un moyen, finalement, de voir en consultation des patients qui, spontanément, n'auraient pas consulté, en fait, en consultation mémoire, probablement par déni, de crainte d'éventuels diagnostics inquiétants pour eux. Les difficultés de déplacement concernent 68,3%. Le ralentissement de la marche est aussi important. L'isolement concerne 49%, à remettre en lien avec la situation maritale des patients. Et puis l'amaigrissement, là, concerne un bon tiers des patients. Je vous rappelle que cet amaigrissement-là n'est pas chiffré dans les critères de la grille. Si on regarde les comorbidités déclarées par les patients, connues des patients ou signalées par leur médecin traitant quand il y avait une lettre d'accompagnement, eh bien, vous voyez qu'avant tout, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires. L'hypertension, c'est 2/3 des patients. La dyslipidémie, près de la moitié des patients. Viennent ensuite le diabète, arythmie complète par fibrillation auriculaire. Le tabagisme est encore important. L'alcoolisme est déclaré pour 4% des patients. Et puis après, ils ont déjà des complications de leurs facteurs de risque cardiovasculaire avec des coronaropathies, de l'insuffisance cardiaque ou bien déjà des antécédents d'accident vasculaire cérébral. La dépression ou les antécédents de dépression sont signalés par un gros tiers des patients. Aucun ne rapporte d'état démentiel connu.
Et puis, en dernier lieu, logique chez ces patients qui ont une fragilité, eh bien, ce sont les troubles de la marche qui concernent la moitié des patients, et près de 17% des patients ont déjà fait plus de 2 chutes dans l'année qui vient de s'écouler. Alors, l'évaluation gériatrique standardisée a permis de repérer chez ces patients des problèmes médicaux qui n'étaient pas connus du patient ou pas signalés par le médecin traitant, ou bien qui nécessitaient un peu de refaire le point pour réadapter les thérapeutiques. Évidemment, l'hypotension orthostatique est assez fréquente, elle n'est pas forcément symptomatique. On a aussi découvert des hypertensions artérielles qui n'étaient pas connues des patients, des diabètes, des dysthyroïdies. On a découvert quelques maladies de Parkinson chez ces patients qui se plaignent de ralentissement, des syndromes d'apnée du sommeil qu'on ne recherche, on ne fait pas des polygraphies ou des dépistages par système genre apnée à ligne systématiquement, mais on pose des questions ciblées et ensuite on leur fait une polygraphie. On a aussi découvert, palpé quelques masses dans les seins. Et puis, on toise les patients systématiquement et on compare leur taille actuelle à la taille adulte. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de patients avaient des pertes de taille importantes en lien en fait avec des tassements vertébraux. Et finalement, une radiodrachisme dorso-lombaire, c'est moins cher qu'une ostéodensitométrie pour dépister l'ostéoporose fracturaire et faire un bilan de prévention des fractures. Finalement, au total, si on additionne tout ça, ça veut dire que 2/3 des patients ont bénéficié de cette évaluation gériatrique standardisée qui a permis de découvrir un nouveau diagnostic ou de refaire le point sur une pathologie antérieure pas forcément bien équilibrée. Et 30% des patients ont eu une modification thérapeutique. Donc déjà, l'évaluation gériatrique standardisée apporte un bénéfice probablement aux patients. Si maintenant on cible sur la fragilité selon les critères de Fried qui sont très ciblés sur la fragilité fonctionnelle, et je vous rappelle ces critères, c'est une perte de poids de plus de 5% du poids en 1 an, donc un peu moins sévère que la dénutrition selon les critères de l'HAS, la notion d'épuisement, la notion de sédentarité, le ralentissement de la marche en dessous d'1 mètre par seconde, et puis la faiblesse de la force de préhension qui est calculée en fonction de l'indice de masse corporelle. Et voilà les diagnostics de fragilité selon Fried. La sarcopénie, la baisse de force musculaire concerne près de 93% des patients, la sédentarité 68%, le ralentissement de la marche 64%, l'épuisement 35% des patients et la perte de poids, on avait marqué près de 36% quand c'était sur la grille de repérage, là c'est 11% parce que l'amaigrissement est quantifié. Donc finalement, si on considère le caractère préfragile ou fragile. Je vous rappelle que s'il y a 1 ou 2 critères, ce sont des patients préfragiles. S'il y a 3 ou plus parmi ces 5 critères, les patients sont fragiles. Et bien finalement, vous voyez là que la majorité des patients sont fragiles et donc la grille de repérage est effectivement pertinente pour repérer ces patients-là. Qu'est-ce qu'on leur a proposé finalement? Tous ceux qui avaient une sarcopénie, eh bien, ils ont tous bénéficié d'une consultation personnalisée par le professeur d'éducation physique. Ils ont bénéficié, pour la moitié d'entre eux, ils ont souhaité bénéficier d'exercices individuels, le professeur d'APA leur donnant des conseils et leur remettant des petites brochures. 5% d'entre eux ont eu une prescription de kinésithérapie. 8% d'entre eux ont été adressés dans une consultation chute spécifique. On a inscrit 35 patients aux ateliers mobilage qui concernent la mobilité extérieure. Et puis, on a aussi la possibilité de proposer aux patients des essais thérapeutiques dans la sarcopénie, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, il y a plusieurs laboratoires qui font des essais médicamenteux pour essayer de limiter cette sarcopénie qui est probablement l'un des primum movens de la fragilité. Je vais passer un petit peu sur la prise en charge sociale. Évaluation nutritionnelle, eh bien, les 11% de patients dénutris ont bénéficié de prise en charge individuelle, évidemment, d'ateliers de groupe ou d'avis de stomato aussi, très important. Il y a eu 70% de carence en vitamine D qu'on a supplémenté. Et puis, le dernier point sur lequel je m'arrête, c'est la fragilité psychocognitive. Finalement, 2/3 des patients avaient des troubles cognitifs mineurs. Ce n'est pas forcément des troubles mnésiques, entre guillemets, pré-Alzheimer. Ça peut être des troubles attentionnels ou des troubles dits exécutifs. 12% des patients avaient déjà un syndrome démentiel avéré et 38% des patients avaient des syndromes anxio-dépressifs.
Donc ça a permis de proposer aux patients des suivis cognitifs, la participation au groupe de stimulation cognitive, éventuellement de la participation au café multimédia. Et puis, quand ils ont des troubles qui sont des amnésies hippocampiques, par exemple, on peut leur proposer là aussi de participer à des essais thérapeutiques avec des molécules anti-amyloïdes qui ont vraiment là, pour le coup, un effet à visée curative. Et puis, pour les patients déprimés, ils ont bénéficié de psychothérapie individuelle ou d'initiation de traitements antidépresseurs. Donc, finalement, en conclusion, la grille de Toulouse a permis effectivement de repérer 98% de sujets préfragiles ou fragiles. Donc vraiment, c'est une grille qui est aussi efficace dans le sud de la Loire qu'au nord de la Loire. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Que dans 2/3 des cas, l'évaluation gériatrique standardisée a permis de porter des nouveaux diagnostics ou d'adapter les prises en charge. Et finalement, j'insiste aussi là sur la fréquence de la sarcopénie et donc de l'importance de continuer les recherches sur cette sarcopénie et sur les moyens de lutter contre son aggravation. Et puis en dernier lieu, c'est vrai qu'on nous a quelquefois reproché à Broca de fabriquer de l'Alzheimer. Là, on ne les a pas fabriqués, mais quand on évalue correctement les patients, on voit l'importance de cette plainte cognitive, qui concernait quand même 75% des patients, et donc l'importance de répondre à cette plainte des patients en essayant de leur proposer des prises en charge adaptées. Et puis, l'ennuyeux de cette fragilité psychocognitive, c'est que ça influence aussi l'adhésion aux recommandations. Et c'est très bien de dire aux patients, ben voilà, il faut que vous mangiez, bougez, et que vous voyez du monde. Mais quand il y a des troubles cognitifs mineurs ou des dépressions, ce n'est pas forcément facile de mettre en œuvre ces mesures. Je vous remercie.